Chang University Newsroom. Chang University Newsroom, tous les lundis, mercredis et vendredis, écoutez votre podcast d'information, une production de la Radio Campus. Retrouvez l'actualité sur le campus de l'Université de Chang dans votre podcast Chang University Newsroom, une présentation d'Indrish Assongo. Bonjour, nous sommes le 9 mars 2026. Bienvenue à Chang University Newsroom sur Radio Campus UDS. Dans cette édition plein phare sur la 41e journée internationale de la femme, telle que célébrée à l'Université de Chang, gros plan sur le panel santé de la table ronde organisée le 4 mars à l'auditorium Joseph Fonjo. Le cancer, l'hypertension artérielle, la ménopause sont des problèmes de santé sur lesquels les dames de l'institution ont été sensibilisées. Vous entendrez les spécialistes dans cette édition. Voilà pour le sommaire. L'actualité du jour. La 41e journée internationale de la femme est maintenant derrière nous. À l'Université de Chang, c'est au moins 4 jours qui ont été consacrés à cette activité. Le 4 mars, par exemple, une table ronde avec 3 panels différents a meublé la journée consacrée aux réflexions sur la situation des femmes. C'était au sein de l'auditorium Joseph Fonjo. L'un des panels a fait un focus sur la santé. Modéré par le professeur Armel Baventafak, il a porté sur 3 problèmes de santé qui frappent particulièrement les femmes: la ménopause, l'hypertension artérielle et le cancer du sein. Au pupitre, pour parler du cancer du sein, le docteur Rachel de Grasse Tayou-Tchente, elle est médecin oncologue et enseignante-chercheur à la faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques. Il faut savoir que le sein, c'est une glande. Chez nous, les femmes, les seins sont plus développés que chez les hommes. Vous avez eu des enfants ou bien vous avez observé vos nièces, vous avez compris que les seins se développent à partir de l'âge de 9-10 ans. On voit les bourgeons mammaires et au fur et à mesure, le sein grandit jusqu'à l'âge de 15 ans où on aura le sein adulte. Le sein est constitué de plusieurs choses sur le plan anatomique. Ce n'est pas seulement la glande mammaire, parce que c'est la glande mammaire qui est responsable du cancer du sein. Mais le sein a d'autres structures, les muscles, les ganglions, les vaisseaux sanguins, dont le sein peut être le siège d'autres types de cancers. C'est la raison pour laquelle on peut voir une jeune fille de 15 ans avoir un cancer au niveau du sein, mais qui n'est pas le cancer du sein tel que défini que dont on va parler aujourd'hui. Ce dont on parle, c'est l'adénocarcinome du sein qui concerne la glande mammaire du sein. Donc le cancer du sein adulte à partir de 25 ans. Le cancer, c'est la multiplication désordonnée d'une cellule, n'importe laquelle, et en l'occurrence une cellule de la glande mammaire. Et le cancer peut quitter de la cellule où elle a pris naissance et envahir le reste du tissu du sein, les organes autour du sein, vers l'intérieur, particulièrement le poumon, les côtes, et aller même à distance en empruntant le sang, la voie sanguine, la voie lymphatique pour aller vers des os. Il faut absolument observer son sein. Chez nous, nous avons 20% de cas, comme on a dit. Et ça, ce sont les cas qu'on observe à l'hôpital. Parce que on a parlé tout à l'heure de l'iceberg. Nous, on prend uniquement les cas qui viennent à l'hôpital. Il y a des gens qui décèdent à la maison du cancer du sein, on ne les compte pas. Parce qu'on n'a pas, sur le plan national, il y a ce qu'on appelle en oncologie le registre de cancer. Donc on devrait faire l'autopsie de tous ceux qui décèdent, que ce soit à la maison, que ce soit d'accident de la voie publique. On fait quand même l'autopsie pour vérifier si ces personnes n'avaient pas d'autres pathologies, d'autres maladies qui auraient pu entraîner la mort. Et dans les pays développés, on le fait. Et grâce à ça, ça nous permet de retrouver les cancers du sein et de faire le comptage de ces maladies-là. Quand on regarde dans notre programme, nous avons environ les 20% là, ça veut dire que ça représente environ 4000 cas par an. Et sur les 4000 cas par an, c'est parce que sur le plan global, on a compté que, ça c'était les statistiques en 2020, on avait compté que 20 000 nouveaux cas de cancer environ dans toute la population de 26 millions d'habitants qu'on avait en 2020 au Cameroun. La spécialiste va également dresser le tableau des causes de cette maladie, particulièrement mortelle. Elle indiquera aussi qu'il y a un investissement à faire
dans la prévention. Il y a des facteurs de risque inévitables parce que le cancer du sein, c'est un cancer qui est surtout lié à la génétique, qui est lié à l'âge. Donc plus on vieillit, surtout c'est par excellence le cancer à partir de l'âge de 50 ans. Donc plus on vieillit, plus on a des risques d'avoir le cancer. Mais il y a des causes qu'on peut éviter, par exemple le tabac, par exemple l'obésité, la sédentarité. On doit faire beaucoup d'activités sportives pour avoir quand même un poids qui correspond à sa taille. Ça va nous aider à prévenir un peu le risque de cancer, de presque tous les cancers. Mais pour contrôler, pour vérifier qu'on n'a pas le cancer ou bien que le risque de cancer du sein est dépisté tôt, c'est surtout sur le dépistage comptable parce que le cancer, c'est difficilement évitable. Mais le dépistage précoce, c'est ça qui est la clé du traitement du cancer. Et pour dépister précocement le cancer, il faut surtout faire l'autopalpation du sein, c'est-à-dire que la femme doit palper son sein elle-même. Pour la femme qui est ménopausée, elle peut choisir une date, un jour dans le mois, elle palpe chaque mois au moins 12 fois par an, c'est-à-dire qui correspond aux 12 mois. Et la femme qui n'est pas ménopausée, elle choisit entre le 7e jour et le 10e jour après les règles et elle palpe ses seins elle-même. Donc, et quelle que soit la technique qu'elle va utiliser pour toucher ses seins, et après ça, il faut qu'elle arrive à l'hôpital, qu'elle fasse au moins une palpation de sein par un personnel médical. Ça peut être un infirmier, une infirmière, un médecin ou le gynécologue qui doit examiner le sein de la femme sur le plan clinique d'abord. Et après ça, si elle a plus de 40 ans, elle doit effectuer une mammographie, au moins une mammographie à ses 40 ans. Si elle est normale, après 3 ans, donc à 43 ans, on fait une autre mammographie, et ainsi de suite, jusqu'à l'âge d'environ 65 ans. Si toutes les mammographies antérieures étaient normales, on peut arrêter parce qu'on est presque sûr qu'on n'aura pas un cancer du sein. Avec 4000 nouveaux cas recensés chaque année dans les hôpitaux camerounais, cette maladie a un taux de mortalité élevé. 70% des patients recensés finissent par en mourir avant le terme de 5 ans après le diagnostic. Raison principale, elles arrivent tardivement à l'hôpital. À un stade précoce, il est possible de guérir complètement par le biais de la chirurgie et de la chimiothérapie. Le cancer du sein n'est malheureusement pas la seule bête noire qui menace les femmes. Il y a aussi l'hypertension artérielle. Comment l'éviter ou comment vivre avec? Le docteur Christian Gonga-Wankou s'est chargé d'en parler aux dames. Médecin cardiologue, il est enseignant-chercheur à la faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques. Le CHU de Yaoundé est son lieu d'exercice clinique. L'hypertension artérielle, c'est lorsqu'on a une pression, on mesure la pression dans l'artère humérale et elle est au-dessus pour ce qu'on appelle le chiffre systolique 140 mm de mercure et pour la diastolique 90 mm de mercure. Donc c'est une mesure que l'infirmière ou le médecin vous donne et lorsque le résultat atteint ces valeurs-là, il vous dit la pression artérielle n'est pas bonne et quand ça se répète, on dit que vous vivez avec une hypertension artérielle chronique. Vous n'êtes peut-être pas la seule personne si on vous le dit parce que cela concerne quand même un peu plus d'1 milliard d'habitants dans le monde et c'est le facteur de risque majeur le plus fréquent lorsqu'il y a un accident cardiovasculaire. Donc si quelqu'un est hospitalisé parce qu'il a eu un AVC, assez souvent, il a une pression artérielle élevée, s'il a une insuffisance cardiaque, s'il a fait un infarctus du myocarde, s'il a une insuffisance rénale, etc. Donc, c'est le facteur de risque le plus présent et souvent le plus puissant dans ces maladies-là. Et ça ne concerne pas souvent les tout petits. C'est souvent à partir de 50 ans et chez nous un peu plus tôt, à partir de 40 ans, notamment avec la prééclampsie. Il y a souvent un antécédent familial et l'obésité et le surpoids sont des facteurs très exposants. S'il y a dans la génétique qu'on ne peut pas changer, il y a des modes de vie que les dames peuvent éviter. Ce n'est pas parce qu'on a le gène de l'hypertension artérielle qu'on va développer l'hypertension artérielle. Il faut qu'il y ait des facteurs qui fassent exprimer ce gène-là, notamment un régime fort en sel, et cela est fréquent dans notre milieu subsaharien depuis à peu près une centaine d'années. On a une obésité de plus en plus fréquente et qui touche plus la femme que l'homme. On a des facteurs de dysfonction endothéliale comme les maladies infectieuses comme le VIH qui est fort heureusement de moins en moins prévalent, l'hépatite C qui malheureusement s'exprime souvent à l'âge de la ménopause et on a plus récemment la COVID-19 qui aussi est un facteur favorisant. Et puis même si rien ne s'est passé, on a quand même le vieillissement naturel de l'artère qui peut donner de l'hypertension artérielle et là c'est les sujets de plus de 60 ans. Le médecin cardiologue recommande de réduire la consommation du sel et des boissons gazeuses, lutter contre le surpoids et l'obésité, pratiquer une activité physique de 30 minutes au moins 3 fois par semaine. Cela devrait permettre aux femmes d'éviter la survenue de l'hypertension artérielle. Mais si elles sont déjà malades, il leur faudra suivre à la lettre les conseils de leur médecin traitant. Malheureusement, la survenue de la ménopause est aussi un problème que rencontrent ces femmes.
Et cela ne vient pas sans problème. Le professeur Bruno Quinfac, médecin gynécologue, s'est chargé d'en expliquer les contours. Il est chef de département de gynécologie obstétrique et santé maternelle à la faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques. À l'hôpital régional annexe de Tchang, c'est également lui qui est en charge du service dédié à cette matière. La ménopause dont je vais parler aujourd'hui, c'est un problème qui touche beaucoup de femmes, mais dont beaucoup ne savent pas. Et par conséquent, elles viennent consulter. Je souffre, non? Mais si vous connaissez ce que c'est la ménopause, parfois même vous pouvez vous-même gérer votre ménopause et je dors tranquillement. La ménopause est définie comme l'arrêt des menstrues pendant une durée de 12 mois. Et cet arrêt doit être dû à l'arrêt de la fonction ovarienne. C'est-à-dire que si on vous opère, on enlève votre utérus, vous n'avez plus les menstrues, non? Mais vous n'êtes pas ménopausé. Puisqu'en fait, la ménopause, c'est les ovaires qui donnent les ordres. Ici, c'est l'ovaire qui commande. L'utérus n'est qu'un élément qui produit les règles, mais c'est l'ovaire qui fait le grand travail. Donc, il faut qu'il n'y ait pas de règles pendant 12 mois, et ceci dû à une baisse de la fonction des ovaires. Ça se traduit comment? Le premier symptôme, ce sont les bouffées de chaleur. Au-delà des vomissements et pertes d'appétit, il faut donc apprendre à reconnaître et gérer d'autres symptômes de cette phase délicate de l'existence féminine. Donc, en préménopause, la femme ovule très peu. Il n'y a pas d'ovulation. Au cours des cycles, il n'y a que l'œstrogène très souvent. Il n'y a presque pas de progestérone. Et la conséquence, c'est les cycles qui sont anormalement longs et très hémorragiques. C'est-à-dire qu'elle peut passer 1 mois, elle peut passer 2 mois sans saigner. Et quand ça vient, c'est très abondant. En même temps, le fait qu'il y ait beaucoup d'œstrogène va entraîner que les seins soient beaucoup plus tendus. Si vous voyez, les seins des femmes de 45 ans sont plus solides que celles des femmes de 30 ans. Maintenant, quand la ménopause est installée, tout baisse. Et on a les signes qu'on a sur tout le corps, qu'on appelle les signes systémiques, parmi lesquels le vagin qui devient atrophique, le vagin s'atrophie. Surtout, les os deviennent fragiles. Très important. Parce que c'est les oestrogènes qui amènent le calcium dans l'os. Mais quand la ménopause arrive, et il n'y a plus tellement d'oestrogènes, l'os manque de calcium et devient fragile. Et à ce moment-là, la femme peut facilement tomber et se fracturer soit la hanche ou la main. Et après cet accident, autre problème qui se pose, c'est que l'os cassé a de la peine à se consolider, puisqu'il n'y a pas assez de minéraux, il n'y a pas assez de calcium. Et il y a également une altération de la flore vaginale. Vous savez que le vagin a ses propres soldats. C'est ça qu'on dit de ne pas faire la flore vaginale tout le temps, parce que dans le vagin, Dieu a prévu tout ça pour gérer les problèmes. Mais quand on est à la ménopause là, ces bacilles qui gèrent le vagin là, eux aussi, ils disparaissent et le vagin devient fragile et augmentant ainsi le risque d'infection. Par ailleurs, il y a une hormone qu'on appelle FSH. L'hormone là, c'est ça qui stimule l'ovaire à produire. Si l'ovaire ne fait plus rien, l'hormone là va se dire, mais l'ovaire là dort pourquoi? Je vais l'aider à se réveiller. Et il sera produit en grande quantité. C'est ce hormone là qui permet parfois de faire le diagnostic de la ménopause. C'est-à-dire pour savoir qui va en ménopause, surtout pour ceux qui ont été opérés, ils ne savent pas s'ils sont encore ou pas. On dose cet hormone là, FSH. Si c'est élevé, ça veut dire que la femme est en ménopause. La ménopause est donc une période critique au cours de laquelle les femmes ont absolument besoin d'être suivies par une équipe de médecins spécialistes sous la conduite du médecin gynécologue. C'est le recteur en personne qui a ouvert cette journée consacrée aux échanges à caractère pédagogique et scientifique. Et dans son propos de circonstance, le professeur Roger Tsafa-Nanfosso a eu ces mots. Mais en fait, on vous accompagne et on est très heureux de vous accompagner. Je ne sais pas si on est derrière vous, devant vous, mais quelle que soit la position, nous on est heureux. On est heureux. Mais ça fait grand plaisir de voir que chaque année, depuis un certain nombre d'années maintenant, nous nous retrouvons ici dans cette salle pour nous encourager mutuellement, pour rappeler les problèmes de notre institution, mais aussi pour nous enorgueillir de ce que nous avons pu accomplir ensemble jusque-là. Nous faisons beaucoup de choses, Madame le vice-recteur l'a dit, nous faisons beaucoup de choses pour que la femme de l'Université de Tchang se sente chez elle. À l'université de Tchang. Et quand je dis l'université de Tchang, c'est Tchang, hein? Vous savez que c'est l'université de Tchang, c'est pas seulement à Tchang. Hein, c'est Bambui, c'est Bafia, c'est Yaoundé, c'est Maroua, c'est Banjoun, c'est Fumban, etc. On se bat depuis quelques années ensemble pour que la femme à l'université de Tchang se sente vraiment chez elle, qu'elle ait l'impression d'être écoutée, entendue, admirée, sollicitée, promue, encouragée et assistée, chaque fois que cela est possible. Nous avons mis en place des dispositifs qui font que la femme à l'université de Tchang est une personne importante pour l'équilibre, en fait, de l'université. Elle l'a dit, en termes de promotion, nous prenons grand soin à faire en sorte que chef de bureau, chef de service, chef de division, le directeur même, vice-recteur, doyen, on fait toujours, lorsque nous en avons la possibilité, nous insistons pour que notre patron, le ministre d'État de l'enseignement supérieur, n'oublie jamais qu'à l'université de Tchang, pour nous, c'est un vrai challenge. Nous avons besoin de vous. J'ai besoin de vous. Parce que je vous le dis chaque année depuis longtemps, dans le métier qui est le mien, les études sont toutes formelles.
les femmes sont meilleures que les hommes. Coordinatrice des activités de la Journée internationale de la femme à l'Université de Tchang, le vice-recteur chargé du contrôle interne et de l'évaluation, le professeur Sylvie Léa Ouansinokam, salue un espace universitaire où les femmes, quel que soit leur rang, ont accès au top management quand le besoin se fait sentir. Même si le recteur a posé la question ce matin, est-ce qu'il y a une seule femme qui peut déclarer que ses droits ont été un tout petit peu bafoués? Et la réponse était non, parce que lui, la porte est ouverte à toutes celles qui se sentiraient frustrées, à toutes celles qui pourraient sentir leurs droits un tout petit peu bafoués. Donc, en gros, la femme de l'Université de Tchang est une privilégiée. Elle est épanouie dans tous les domaine professionnel. Le recteur l'a dit, lorsqu'il y a même à choisir, je veux dire à qualité égale entre un homme et une femme, le recteur privilégie la femme parce qu'il pense que la femme est celle à qui on devrait faire le plus confiance dans tous les aspects pour une université toujours d'excellence. Des activités sportives, une foire gastronomique, des parades artistiques et le défilé du 8 mars 2026 ont également marqué à l'Université de Tchang les activités de cette 41e journée internationale de la femme. Allez, c'est la fin de cette édition de Tchang University Newsroom consacrée aux femmes. Enfin, que ferions-nous sans elles? Pas grand-chose, sans doute. Charles Njink et moi, Elvis Aline, Richard Songo, voilà l'équipe derrière ce podcast radiophonique. Si vous n'êtes pas encore abonné aux plateformes numériques de Radio Campus UDS, nous vous prions de le faire, notamment sur YouTube et Facebook. À très bientôt. Tchang University Newsroom. Tchang University Newsroom, tous les lundis, mercredis et vendredis, écoutez votre podcast d'information, une production de la Radio Campus. Retrouvez l'actualité sur le campus de l'Université de Tchang dans votre podcast Tchang University Newsroom.